Bien le bonsoir. Dans l'actualité dominicale de ce 17 novembre 2019, la restitution du sabre de El Hadj Oumar Tall. Le président Macky Sall a reçu la relique des mains du Premier ministre français Édouard Philippe. La cérémonie a été tenue ce dimanche au Palais de la République. L'arme a séjourné dans un musée de Paris. Jusque-là, c'était en marge du séminaire intergouvernemental Sénégal-France. L'ouverture demain lundi du Forum international de Dakar, paix et sécurité. Le thème de cette année, les défis actuels du multilatéralisme. Plusieurs questions relatives sont au menu. La menace terroriste au cœur des échanges. L'affaire du trafic présumé de faux billets impliquant député de la majorité en la personne de Seydina Fall Bougazeli, le patron de la convergence des cadres républicains informels, le leader de l'APR, par ailleurs président de la République, ne protégera personne, ne fût-elle de son camp. Abdoulaye Diouf Sarr était l'invité du jury du dimanche sur ITV et e-radio. Tenez-vous bien, ça va bientôt déraper sur ITV. L'avant-première de la série Dérapage a eu lieu samedi. L'auteur de Tunduwundu, lauréat du prix de la meilleure série du FESPACO 2017, signe la mise en image. Et puis la triplette de Dakar arrive avec Diguen, série inédite qui met en scène 3 femmes qui se rebiffent pour échapper au dictat du cœur. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Le sabre de El Hadj Oumar Tall est rentré au bercail. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a remis au chef de l'État Macky Sall ce dimanche. D'autres reliques de personnalités historiques du Sénégal dans des musées de l'Hexagone devraient suivre justement. Le khalife des Tidianes et naturellement le khalife de la famille omarienne ont pris part à la cérémonie qui a été tenue dans la salle des banquets du Palais de la République. C'est un compte-rendu de Cheikh Gueye et d'Ibrahim Kamara. La cérémonie a débuté par la signature du dépôt de ce patrimoine, suivi de l'exécution de la chanson Tara par les forces armées du Sénégal. Édouard Philippe remettra ensuite le sabre entre les mains du président Macky Sall, en présence du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, mais aussi celui de la famille omarienne, Thierno Madani Tall. Le Premier ministre français Édouard Philippe a mis l'accent sur l'importance du sabre en évoquant sa mention. Le sabre qui nous réussit est infiniment plus prestigieux que celui que je possède. C'est celui d'un grand conquérant, celui d'un guide spirituel que l'histoire connaît sous le nom de El Hadj Oumar Tall. Je tiens à saluer ses descendants qui sont parmi nous aujourd'hui. Ce sabre, c'est le sabre d'un fondateur d'empire, l'empire tout couleur qui comprenait la Guinée, le Mali, le Sénégal actuel. C'est le sabre d'un érudit qui a beaucoup voyagé pour approfondir ses connaissances, en particulier en théologie. Le président Macky Sall de lui emboîter le pas sur l'importance du sabre. Né à Halwar, dans le royaume du Fouta Toro, au nord du Sénégal, d'une lignée d'érudits en 1796-1797, selon les sources, Oumar Seydou Tall se distingua dès sa tendre enfance par son goût prononcé pour les études, qui lui confère un statut d'adulte précoce, rétif aux mondanités, tout dévoué à la quête du savoir et de l'élévation spirituelle. Macky Sall a encore une fois démontré dans son discours son attachement à la chanson Tara, dédiée à El Hadj Oumar Tall. La vie spirituelle est temporelle. Sa gloire résonne encore au rythme du Tara. La cérémonie a été l'occasion d'aborder la session de la rencontre interministérielle entre les deux pays. Plusieurs axes ont été évoqués concernant les relations entre le Sénégal et la France. Le
Forum international de Dakar, paix et sécurité s'ouvre ce lundi à Diamniadio. Le thème de la rencontre, les défis actuels du multilatéralisme. Le terrorisme au plan sous-régional sera au cœur, bien entendu, des échanges. Seydou Nourouba, membre de la commission scientifique, estime qu'une réponse militaire ne serait pas adéquate. L'ancien ambassadeur recommande aux États africains de mettre en place ou en œuvre de nouvelles stratégies pour faire face justement au terrorisme. Elhadji Malick Cissé. La 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s'ouvre dans un contexte marqué encore une fois par de violences terroristes au plan sous-régional et mondial. Les expériences ont prouvé, puisque le forum est à sa 6e édition, que ce forum est utile. Deuxièmement, que ce forum est porteur également de début ou de solution à certains problèmes, parce que le terrorisme, comme vous le savez, a muté. La dégradation de l'environnement sécuritaire dans le Sahel sera sans nul doute au cœur des débats cette année. Mais pour le diplomate, ancien ambassadeur du Sénégal en Algérie pendant 16 ans, la réponse ne doit pas être militaire. Mais la réponse militaire est nécessaire, mais elle n'est peut-être pas suffisante. En d'autres termes, les enjeux sont énormes. Les enjeux sont d'abord des enjeux de sécurité, des enjeux de développement, des enjeux pour lutter vraiment contre les véritables causes du terrorisme, de l'extrémisme violent. Les gens pointent du doigt différents facteurs. Je ne les classe pas par ordre d'importance, mais parmi lesquels on peut citer le manque de culture religieuse. Deuxièmement, la pauvreté. Pendant 2 jours, des spécialistes et experts débattront sur les stratégies mises en œuvre par les États africains pour faire face aux attaques terroristes. Maintenant, avec la cybercriminalité, avec également le trafic de drogue, le commerce des armes, le commerce des êtres humains ou des parties d'êtres humains, l'exploitation des ressources naturelles, tout cela combiné montre un peu qu'il y a certains qui veulent qu'il y ait l'instabilité dans les pays africains pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité est une initiative franco-sénégalaise. L'idée est née lors du sommet de l'Élysée en 2013 dans la foulée de l'opération Serval, intervention militaire française au Mali. Hormis cette problématique, le Sénégal et la France aborderont des questions de développement, de gouvernance, d'éducation et de formation, entre autres. Elhadji Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, par ailleurs directeur des centres diplomatiques et stratégiques de Dakar, salue l'initiative, même s'il reste perplexe quant à l'impact concret de ce genre de rencontres sur le développement du Sénégal. Diouf était l'invité de l'Air du Temps de Alassane Samba Diop ce dimanche sur iRadio, la synthèse avec Youssouf Konté. Le séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France s'explique selon Elhadji Alioune Thioune, docteur en relations internationales et business diplomatie, par les relations séculaires entre les deux pays. D'abord, il y a une forte diaspora sénégalaise à l'Hexagone, mais aussi la France investit plus au pays de la Teranga que dans tout autre pays du continent africain. Ces relations ont même facilité l'installation de plus de 250 entreprises sur le sol sénégalais. Mais selon le commissaire aux enquêtes économiques, ce ne sont point les étrangers qui vont développer le Sénégal, même s'il reconnaît par ailleurs que la France n'a pas une mainmise totale qu'on lui prête sur notre économie, pendant que beaucoup d'autres personnes pensent le contraire. À ce titre, il invite ses compatriotes à investir dans les secteurs stratégiques afin que notre économie ne soit pas extravertie. Dans le secteur de la paix, il demande aux Africains de mutualiser leurs forces pour vaincre l'insécurité qui mine certains pays du continent noir. Un autre point important abordé dans l'Air du Temps est relatif à la situation de l'enseignement supérieur au Sénégal. Pendant que beaucoup de gens se félicitent du nombre d'agrégés sénégalais retenus dans le CAMES, le directeur du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar estime qu'il n'y a pas eu assez d'avancées. Il regrette le fait qu'il y ait un déficit de professeurs ayant soutenu une thèse dans certains domaines tels que celui du multilatéralisme économique. Pour lui, l'enseignement en général est laissé pour compte dans notre pays. Il invite les autorités à mettre la question de l'éducation et de la formation au centre de leurs priorités.
Au Sénégal, on prend de bonnes décisions, mais le suivi. Et puis l'affaire des faux billets de banque impliquant un député membre de l'APR, Seydina Fall Bogazeli. Le coordonnateur des cadres républicains, Abdoulaye Diouf Sarr, souligne que le président de la République, Macky Sall, ne protégera personne et que naturellement, la justice fera son travail. Écoutez-le. Il faut absolument effectivement respecter la procédure judiciaire, mais nous, ce que nous disons, ce sont les trois fondamentaux de ce que nous croyons en termes de conviction politique. Le chef de l'État ne protège personne. Deuxième élément important, nous devons effectivement gouverner de la manière la plus sobre et la plus vertueuse. Justement, la justice doit faire son travail. Et quand la justice fait son travail, nous ne devons pas anticiper le procès et prendre des positions par rapport aux résultats de ce qui est en cours en termes d'enquête. C'est pourquoi je me dis, si véritablement il est avéré, nous notons effectivement les trois éléments fondamentaux de notre approche politique que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui était l'invité du jury du dimanche sur iRadio ITV, l'occasion de faire le point sur le fonctionnement du système de santé, des avancées mais également des améliorations en cours. Voici la synthèse avec Cheikh Hassan Fall. En 2012, l'on estimait la dette hospitalière du Sénégal à près de 15 milliards de francs CFA. Une dette qui plombe quelquefois le bon fonctionnement de nos hôpitaux. Pour le ministre de la Santé, cette dette commence à être maîtrisée et ne serait due qu'à un dysfonctionnement maintenant résolu. La dette hospitalière, parlons-en, est une situation que nous avons connue, qui était due à un dysfonctionnement important au niveau de la couverture maladie universelle. La dette hospitalière aujourd'hui est nettement inférieure à 8 milliards. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en tant que vous l'avez réduite de moitié. En tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, la couverture maladie universelle dépendait de moi. Depuis le nouveau gouvernement, la couverture maladie universelle a migré pour dissocier l'offre de la demande. Nombreux sont les Sénégalais qui s'offusquent des évacuations sanitaires à l'étranger de nos dirigeants, qualifiant cela comme une preuve de la faiblesse de notre plateau médical, un fait réfuté par Abdoulaye Diouf Sarr. Nous avons en moyenne annuelle 100 évacuations sanitaires, en moyenne annuelle. Nous avons effectivement plus de 10 000 interventions tous les jours de Sénégalaises et de Sénégalais satisfaits qui sortent de nos hôpitaux guéris. Cependant, il y a de temps en temps des situations qui méritent à ce qu'il y ait des interventions à l'étranger. Quand il y a une situation qui exige un plateau médical qui n'existe pas chez nous, la sagesse voudrait qu'on intervienne à l'étranger, tout en ayant effectivement comme perspective de combler ce gap, ce que nous sommes en train de faire. En Conseil des ministres, cette année, le président Macky Sall avait demandé aux acteurs de la santé de se retrouver pour résoudre la question des urgences dans le pays. Chose faite et le nouveau plan de gestion des urgences sera bientôt disponible. Tous les acteurs du système de santé se sont retrouvés autour de la problématique des urgences pour dire les urgences, il faut absolument qu'on s'en occupe, il y a une solution. La feuille de route est élaborée le 1er janvier 2020, la feuille de route des urgences à la suite de cette concertation nationale sera mise en œuvre. Sur le plateau du jury du dimanche, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a également annoncé l'érection prochaine de l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane en hôpital de niveau 2 avec tout le personnel nécessaire, comme l'avait demandé Serigne Babacar Sy Mansour avant le Gamou. En rediffusion, l'intégralité de ce programme jury du dimanche à 22h sur cette antenne. Les insuffisants rénaux qui ont manifesté ce dimanche à la place de la Nation, ils lancent un appel aux autorités pour justement la baisse du coût de ce traitement. Insalubrité en milieu urbain, certains Dakarois que nous avons rencontrés sont tout en phase avec le chef de l'État, Macky Sall, qui indexe les citadins et préconise des sanctions sévères. Pour d'autres, c'est plutôt la sensibilisation qui devrait être privilégiée. Barroso et Abdourahmane Ly. Pour un cadre de vie bien assaini, les populations ne doivent pas être en reste. Et si celles-ci font fi du rôle primordial qu'elles doivent jouer, le résultat sera des tas d'ordures qui tapissent le sol, comme le cas à Diamalaye, cité Apex 2, pour ce technicien de surface venu ramasser les ordures, qu'il considère comme étant l'œuvre de la population. Les autorités doivent penser à des sanctions sévères pour mettre un terme
à cette insalubrité dans le pays. Les problèmes que nous rencontrons la plupart du temps nous arrivent la nuit. À la fin de notre journée de travail, il y en a qui viennent pour jeter leurs ordures dans les rues. J'entends souvent dire que dans le pays le plus propre d'Afrique, les gens n'osent pas jeter dans la rue des sachets d'eau, au risque de payer une amende de 15 000 francs. Cela doit être possible ici au Sénégal. Parfois, des gens jettent leurs ordures dans la rue. Lorsqu'on leur demande de les ramasser, ils nous renvoient la balle. Nous disons que c'est notre job et c'est à nous de le faire. Cet enseignant s'inscrit en faux. Avant toute sanction, il pense qu'il faut d'abord définir des préalables. Avant de sanctionner, il faut sensibiliser. On ne peut pas prendre une personne comme ça sans le sensibiliser par rapport à certains actes. Pour sanctionner, il faut d'abord en parler. Il faut sensibiliser. Si vous faites telle chose, ce sont des tensions, on va vous donner des amendes. Vous allez subir des amendes. Avant de sanctionner, il faut d'abord sensibiliser les gens, leur en parler de l'objet dont il est question. Bon, par rapport aux sanctions, je crois que c'est vite aller à la besogne. Il y a un travail qu'on doit faire en amont. Une leçon qu'il a fini par comprendre, semble-t-il. Il invite d'abord les populations à respecter les techniciens de surface vu les sacrifices qu'ils font pour un pays propre. Parfois, dans les ordures, il y a des choses qui sont liquides, qui nous posent problème. Lorsque nous venons pour les ramasser, c'est tout un souci. Nous qui sommes des techniciens de surface, nous avons besoin d'être aidés aussi. Déjà, nous n'avons pas de vaccination. Il faut vraiment qu'on nous respecte. L'autre problématique que rappelle cet autre technicien de surface est le comportement de certains charretiers. Là, vous avez bien constaté que la charrette est bien pleine. Son propriétaire a vu le camion d'ordures, mais il le décharge dans l'endroit qu'il choisit, sans se soucier de l'environnement. Pour l'heure, le Sénégal propre voulu par les autorités est différent du comportement des citoyens. L'insalubrité continue de plus belle, avec une image bien terne du pays. La paroisse Saint-Joseph de la Médina qui souffle ses 70 bougies, l'occasion de rendre hommage à des figures symboliques, des figures symboles du dialogue islamo-chrétien au Sénégal, Julien Jouga notamment, mais également Doudou Ndiaye Rose, Doudou Ndiaye Coumba Rose et le colonel Fallouad. Cet hommage a fait la fierté des proches de Doudou Ndiaye Rose et de Julien Jouga. C'était autour d'un dîner, un dîner de solidarité samedi. Augustin Mandang et Oumar Kane étaient de la partie. Une salle qui porte le nom de Julien Jouga, un espace baptisé Doudou Ndiaye Coumba Rose et une stèle qui immortalise les deux hommes. Une belle trouvaille de la paroisse Saint-Joseph de Médina. En fêtant 70 ans, il fallait marquer ou rappeler à la jeune génération qui a eu un bel exemple de communion, de convivialité qui a existé toujours ici dans la paroisse entre Julien Jouga et Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose. Un hommage qui fait la fierté des membres des familles de Doudou Ndiaye Coumba Rose et de Julien Jouga. Oui, c'est une grande fierté pour la famille, parce que nous avons d'autres membres de la famille qui sont aussi illustres que Julien Jouga, mais le fait qu'aujourd'hui on parle spécifiquement comme ça de Julien nous remplit d'honneur, de joie et de fierté. Nous sommes très contents par ce geste de l'église Saint-Joseph à l'égard de notre père Doudou Ndiaye Coumba Rose et Julien Jouga. Nous sommes vraiment très heureux ce soir. Doudou Ndiaye Coumba Rose et Julien Jouga, deux amis, symbole du dialogue islamo-chrétien au Sénégal, une communion que la jeunesse a le devoir de perpétuer. Les jeunes doivent suivre l'exemple des aînés au lieu de se mettre à se quereller sur les réseaux sociaux. Nous devons préserver ce legs pour le bien du pays. Rappelez qu'au Sénégal, nous avons des valeurs et
le dialogue islamo-chrétien ou le dialogue des valeurs, aujourd'hui, c'est à perpétuer et à conserver avec beaucoup je ne sais pas comment dire, mais pour dire que c'est une valeur pour le Sénégal. Et que soit, les aînés nous ont légué ça, il faut perpétuer ce dialogue. C'est une valeur aujourd'hui pour nous. En toile de fond, de la percussion et des chants qui ont fait vibrer l'assistance. Page internationale, récit de Mam Abdougaï Kassé. Au moins 32 terroristes tués par les forces armées burkinabées au cours de 2 attaques dans les régions du centre-nord et du nord. 64 motos ont été détruites, 2 véhicules récupérés, des armes et une importante quantité de munitions diverses saisies. Ces opérations ont eu lieu suite à des attaques contre les forces armées. Selon l'état-major général des armées, ces opérations qui ont duré plusieurs heures ont permis la libération de plusieurs femmes qui étaient retenues et utilisées comme des esclaves sexuels. 2 soldats burkinabés ont été blessés au cours de l'opération et un autre tué. Plus de 1400 hommes et d'importants moyens terrestres et aériens ont été mobilisés. La campagne pour la présidentielle post-Bouteflika a commencé ce dimanche. Un scrutin rejeté par beaucoup de citoyens. Vendredi, ils étaient des millions de manifestants à descendre dans la rue pour afficher leur opposition à l'organisation de la présidentielle du 12 décembre prochain par le régime militaire de transition. Pour ces manifestants, les personnes qui se sont présentées à cette élection ont choisi leur camp, c'est-à-dire celui du régime et de la perpétuation du legs de Bouteflika. 5 candidats sont en lice, dont 2 anciens premiers ministres. Abdelaziz Bouteflika, qui a dirigé le pays pendant 20 ans, a été obligé de remettre sa démission en avril dernier suite aux pressions conjuguées de la rue et de l'armée. L'actualité internationale hors des frontières africaines. Les manifestations organisées par les Gilets jaunes ont rassemblé 28 000 personnes dans toute la France, soit 10 fois moins qu'au début du mouvement de contestation sociale il y a 1 an. Le 17 novembre 2018, près de 300 000 personnes s'étaient mobilisées à travers toute la France, notamment sur les ronds-points. Ces manifestations hebdomadaires ont progressivement réuni moins de monde jusqu'à ce week-end. À Paris, ce premier anniversaire est émaillé de violence. Des voitures renversées, du mobilier urbain cassé et des feux allumés, obligeant la police à faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a qualifié ces violences d'actions de brutes et de voyous. Un policier a été blessé par une flèche ce dimanche à Hong Kong lors de violents heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants retranchés dans un campus universitaire. Les échauffourées ont repris dans la matinée après quelques heures d'accalmie quand la police a commencé à lancer du gaz lacrymogène sur le campus. Les contestataires ont répliqué par des jets de cocktails Molotov dont certains ont enflammé des arbres. À l'aide d'un canon à eau, les forces de l'ordre ont aspergé de liquide bleu les contestataires afin de les identifier puis de les interpeller. La police a diffusé les images d'un de ses agents blessé au mollet par une flèche. Il a été hospitalisé. Hong Kong est depuis plus de 5 mois secoué par un mouvement de contestation dénonçant l'influence exercée par la Chine sur les affaires du territoire et réclamant le respect de principes démocratiques. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, l'équipe nationale du Sénégal a battu celle de l'Eswatini. C'était cet après-midi à Manzini, score 4-1. La rencontre a été interrompue pendant une longue période à cause de la pluie. Pour rappel, lors de la première journée, le Sénégal avait battu à Thiès le Congo 2-0, alors que Eswatini avait été surclassé par la Guinée-Bissau 3-0. Bientôt sur ITV, 2 séries inédites, Dérapage et Digen. Le Novotel a accueilli hier samedi les avant-premières. Je vous propose tout de suite d'y revenir avec Moussa Fall et Tidiane Sissé qui étaient de la partie. Pardon.
Je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Abi Diallo. Sama baay bi ma jur. Il ne m'a pas. Dérapage et Jigéen sont deux séries produites par des réalisateurs sénégalais. La première est une histoire d'amour qui se termine par une désillusion. La seconde résume la vie de trois femmes unies pour le meilleur et pour le pire. En fait, Dérapage, c'est l'histoire d'une femme de 35 ans qui, au sommet de son succès, qui rencontre un gars pas très clair qui va la faire déraper. En fait, Dérapage, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu peux passer d'un état à l'autre, c'est-à-dire tu es une fille casée, simple, studieuse, ainsi de suite, tu as un mari qui t'embarque dans des dérapages. En fait, c'est ça la série Dérapage. Donc, on a une partie de la femme qui a réussi, de la jeune qui a réussi, qui rencontre le grand amour. Ce grand amour, à travers des dérapages, se transforme en désillusion. Ces producteurs ont choisi de collaborer avec ITV du fait de la qualité du travail abattu dans le paysage médiatique sénégalais en l'espace de quelques mois, mais aussi pour la vision du groupe E-Media Invest dans son ensemble. ITV, c'est vraiment la seule chaîne qui a eu une démarche professionnelle avec moi. ITV, je pense que c'est une belle chaîne, vu les talents qu'on retrouve là-bas. Donc c'est une belle chaîne et on a à peu près la même vision parce que eux, leur souci, c'est d'abord la qualité. Donc nous aussi, on est dans cette même démarche. Donc c'était pas très compliqué. Quelqu'un qui cherche la qualité, donc on était obligé naturellement de s'entendre et de collaborer ensemble. Faire confiance à ITV, c'est aussi s'assurer d'avoir des contenus de qualité. Ce qui est proposé aux invités ici n'est qu'un avant-goût de ce que va offrir la chaîne ITV à ses téléspectateurs. Vraiment, je peux dire que je suis séduit quand même par rapport à ce qu'on vient de nous présenter aujourd'hui. J'ai vu aussi les noms qui circulent comme Boubacar Diallo, on sait la qualité du service. Alassane aussi, on l'a écouté très souvent sur les autres radios. Donc on s'attendait à avoir quand même un plateau très spécial, avec un niveau très élevé. Donc, ITV, une nouvelle télévision aux ambitions majeures. La chaîne est aujourd'hui sur la voie de conquérir le public sénégalais. Ils sont nombreux déjà à avoir manifesté leur satisfaction par rapport au travail du groupe E-Media Invest dans son ensemble. Et enfin, Fin de ce journal. Ce soir, Ibn Battuta et Mansa Kanka Moussa nous inspirent avec le professeur El Hadj Sangué Diouf. À 20h30, retrouvez tous à la télé avec Boubacar Diallo. Et puis 22h, je vous le disais, un cours d'édition, rediffusion du jury du dimanche avec Mamoud Ibrakan qui a reçu Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Excellente soirée à toutes et à tous. Et retrouvez demain, 19h45, Hassan Gueye. Au revoir.